Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Bonsoir à tous et bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. On est ensemble jusqu'à 20h. À partir de 19h30, vous retrouverez Parlons Vrai avec les entrepreneurs, avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart. Stéphane Soumier qui aujourd'hui reçoit son invité, le PDG de Damartex. Mais avant ça, comme tous les jeudis soirs, et ce jusqu'à 19h30, place aux voix de l'environnement. Aujourd'hui au programme, on va parler de la Convention citoyenne pour le climat. Ce sont ces 150 citoyens qui avaient été tirés au sort justement pour proposer des mesures écologiques au Parlement et au gouvernement. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux ont le blues. Ils ont l'impression que le gouvernement les a oubliés. A-t-elle servi à quelque chose, cette Convention citoyenne pour le climat? On en parle dans un instant avec Henri Landès et notre invité Charles de Courson. On en parle même tout de suite sur Sud Radio. Je le disais, on accueille avec plaisir et comme tous les jeudis soirs, Henri Landès. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Co-fondateur de la fondation Landestini. Nous sommes également en direct avec notre invité du soir, Charles de Courson. Bonsoir. Bonsoir. Député Liberté et Territoire de la 5e circonscription de la Marne. Alors je le disais, cette Convention citoyenne pour le climat, elle était née des suites du mouvement des Gilets jaunes. On avait tiré au sort 150 citoyens qui devaient plancher, si je puis m'exprimer ainsi, sur les mesures écologiques qu'on pouvait prendre en France pour sauver le climat. Plusieurs mesures, de nombreuses mesures avaient été proposées par cette Convention. 149 propositions, le gouvernement avait promis d'en retenir 146 en tout. Et petit à petit, il y a certaines dispositions qui sont plus ou moins retoquées. Dernière en date, le malus pour les voitures qui pèsent plus de 1,4 tonnes. Ça, c'est ce que voulait la Convention citoyenne pour le climat. Finalement, le Parlement a retenu un malus pour les véhicules qui pèsent plus de 1,8 tonnes. Alors, c'est plus lourd, mais surtout, c'est beaucoup moins de véhicules en tout. Ça impacte moins de véhicules. Du coup, un certain nombre de membres de cette Convention crient au scandale ou en tout cas font part de leur déception. Charles de Courson, vous avez vous-même et à de nombreuses reprises remis en cause, en tout cas remis en question, la légitimité de cette convention de citoyens qui avait été tirée au sort. Pourquoi ? C'est très simple. Les conventions citoyennes, c'est la négation de la démocratie et de la démocratie représentative. On tire des citoyens au sort. Alors, un certain nombre refusent, donc il faut en retirer d'autres. Donc, ce sont des citoyens qui n'ont aucune compétence. Aucune. Ils sont tirés au sort, c'est le hasard. Voilà, bon. Et après, comment est-ce que ça se passe, les conventions des citoyens? En général, ils se réunissent le week-end, le samedi, dimanche, et on leur fait défiler des experts. Qui choisit les experts? Et ce qui est assez amusant, c'est que vous allez retrouver dans toutes les propositions qu'ils font tout ce que certains experts ou prétendus experts, parce que l'honnêteté, ça serait de poser la question, qui choisit les experts et les contre-experts? Vous voyez, dans les 149, puisque c'est 149 propositions, il y a de tout. Il y a des choses de bon sens, il y a des choses qui vont dans la bonne direction, mais il y en a d'autres qui sont incroyables. Je vous en cite quelques-unes. Première, il propose de modifier la Constitution sur plusieurs points, et notamment d'insérer dans le préambule la phrase suivante: la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. Ça veut dire en termes clairs que la préservation de l'environnement, notamment la liberté. Et ça pour vous c'est inacceptable, effectivement. C'est inacceptable. On ne va pas mettre ça dans la Constitution. C'est au Parlement de voir quel équilibre on fait entre la nécessité de protéger et d'améliorer la situation de l'environnement et les autres droits, les autres contraintes. C'est au représentant du peuple, élu par le peuple. Si je me fais l'avocat de cette convention, après tout, on a demandé, si je me faisais l'avocat pour le principe, j'ai donné la parole à Henri Landès dans un instant, de cette convention, après tout, on a demandé malgré tout au Parlement, qui est souverain, de trancher. C'est-à-dire qu'il y a des propositions qui sont amenées devant le Parlement et le Parlement dit ce qu'il en pense ou pas. On vient de le voir, par exemple, avec le malus automobile. C'est pas, mais une bonne partie de ces idées, on les a déjà eues, mais il y en a d'autres qui sont folkloriques. Si vous voulez que je vous en cite quelques-unes, il y en a quand même quelques-unes qui ne sont pas piquées des vers. Je vous donne quelques exemples. Contraindre les propriétaires, occupants et bailleurs à rénover leurs biens de manière globale. Non mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Contraindre. D'ailleurs, il y a plein de contraintes.
les impôts nouveaux. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous cite quelques autres cas. Passer à un choix végétarien quotidien dans la restauration collective publique à partir de 2022, y compris dans la restauration collective à menu unique. Mais enfin, mais où va-t-on? Et où va-t-on? Enfin, c'est une société totalitaire. Autre exemple, qui sont quand même pas piqués des verres. Renégocier le CETA au niveau européen pour y intégrer les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Mais c'est quoi le CETA? C'est un accord entre l'Union européenne et le Canada. Oui. Bon. Alors, on va dire, on dénonce cela, mais on ne peut pas dénoncer, puisque c'est l'Union européenne qui a la compétence en matière de négociation d'accords commerciaux. Oui. Alors, il faudrait apporter cette proposition devant le Parlement européen, et en tout cas pas le Parlement national, puisque c'est pas lui qui a la prérogative. Le Parlement européen, il l'a approuvé. Voilà. Donc, autre exemple, réduire la vitesse sur autoroute à 110 km/h maximum. Mais attendez, maximum, ça veut dire qu'on peut aller en dessous. Ah oui. Mais attendez, c'est une mesure qui est complètement incohérente. On ne peut pas légiférer sur la vitesse sur les autoroutes sans légiférer sur la vitesse sur les routes nationales, les routes départementales, enfin d'avoir une cohérence. Vous voyez, je pourrais vous en citer comme ça. Il y en a en tout, vous pourriez m'en citer près de 149, puisqu'il y en avait à l'origine 149 et que le président de la République en avait, lui, retenu 146 en tout. Henri Landès, vous comprenez malgré tout ce que dit Charles de Courson, c'est-à-dire que c'est aux parlementaires de faire ce genre de travail et pas forcément à des citoyens tirés au sort? Non, mais c'est pire que ça. C'est une atteinte à la démocratie. Parce qu'après, on nous dit la Convention citoyenne a proposé telle chose, vous devez voter. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce travail? Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? J'aimerais juste proposer à Henri Landès d'intervenir quelques instants. Allez-y, Henri. Oui, monsieur le député m'a posé la question. C'est peut-être une atteinte à la démocratie représentative dans cette fonction-là. C'est certainement pas une abnégation de la démocratie et c'est pas une atteinte de la démocratie de faire participer les citoyens. Ça s'appelle juste faire participer les citoyens dans le processus politique. Et honnêtement, tenant compte... Ne m'interrompez pas, monsieur le député. Ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas, vous avez dit suffisamment de bêtises. Vous avez dit suffisamment de bêtises de l'ancien monde. Donc, ce que je disais, monsieur le député, c'est que... Je suis à distance. Attendez 2 secondes. On est tous confinés, chacun chez soi. C'est toujours difficile. On va juste essayer d'éviter de s'interrompre, mais je vais me débrouiller pour faire en sorte que vous ayez la parole l'un après l'autre. D'accord? Non, mais monsieur dit que je dis que des bêtises. Évidemment que je vous laisserai répondre. En tout cas, on va revenir malgré tout sur le fond du sujet, si vous voulez bien, Henri. Monsieur de Courson, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec le fond des propositions qu'elles enlèvent leur légitimité et certainement pas la légitimité qu'elles aient été faites. Monsieur le député, c'est insupportable. Vous allez arrêter de m'interrompre. C'est pas parce que vous êtes député que je suis un incompétent citoyen que vous pouvez m'interrompre. Ça suffit maintenant. Oh là là. Bon, attendez. On va essayer de faire redescendre un petit peu la tension. C'était pas non plus l'objet de ce débat, de faire en sorte qu'il soit aussi houleux. Au contraire, c'était d'échanger des idées. Revenons un petit peu patiemment. Vous en étiez à la légitimité de la Convention citoyenne pour le climat. Henri Landès. Oui, donc le président de la République a une bonne idée de consulter des citoyens, de les tirer au sort. Et d'ailleurs, le tirage au sort, c'est quelque chose qui est tenté dans la démocratie depuis bien plus longtemps que la République française. C'est quelque chose qui a été mis en place dans de nombreuses démocraties jusqu'à l'Atlantique. Et donc, il y a quelque chose de très très vertueux dans le fait de consulter les citoyens et que le citoyen participe sur un sujet qui est aussi transversal, multidisciplinaire et complexe que la préservation de l'environnement. Maintenant, c'est sûr que moi, je peux vous écouter et vous entendre sur le choix des experts. Ça, c'est très important. Vous avez raison de le souligner. Le choix des experts est primordial. Par contre, le choix des experts ne se fait pas non plus de manière démocratique ou de manière complètement juste dans le lobbying fait auprès des parlementaires au quotidien. Donc, ce n'est pas un argument juste de votre part de dire que vous n'êtes pas d'accord avec les experts, étant donné qu'il y a une influence constante dans la société. C'est la théorie des réseaux, c'est la théorie qu'il y ait beaucoup d'influence dans la société entre différents acteurs et parties prenantes. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ça comme un argument contre la légitimité de la Convention citoyenne. Et pour finir, la Convention citoyenne a proposé des mesures qui sont certes radicales, c'est-à-dire qui s'attaquent à la cause, à la radicalité, aux racines des problèmes que nous avons, qui sont très complexes et difficiles. Et malheureusement, nous avons eu une société qui a dérivé vers de moins en moins de soutenabilité écologique et de moins en moins de respect de l'environnement depuis longtemps. Et donc, qu'il y ait une volonté de rappeler à cette radicalité que c'est notre habitat qui est en danger et qui est en train d'évoluer, c'est normal
normal que des citoyens appellent cela s'ils n'avaient pas appelé à avoir des mesures radicales, et donc certaines sont complètement faisables, notamment celles que vous avez citées, mais si ils n'avaient pas fait ça, ça aurait été des citoyens incompétents. Et justement, ils le sont parce qu'ils ont reconnu que nous ne sommes pas en train d'agir à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux. Et c'est ça que 15 000 scientifiques très compétents, monsieur le député, ont signalé dans une tribune faite à la presse il y a plusieurs années. En 2016, ils ont signé une tribune. 15 000 scientifiques ont dit on est en train d'aller directement dans le mur. Et ça, c'était de la compétence sur laquelle se repose cette convention citoyenne par ailleurs. Donc le président a eu raison de le constituer et il a tort de ne pas prendre un peu plus à la lettre les propositions qui ont été faites, parce que c'est la première fois que cela a été fait et ce serait justement dommage de ne pas aller jusqu'au bout dans ce processus démocratique et assez innovant qu'il a fait. J'aimerais donner le mot de la fin justement à Charles de Courson. C'est ce que j'allais vous proposer, Charles de Courson. Bien sûr, allez-y. Merci. Vous dites, c'est tout à fait, c'est une expression démocratique, ces conventions, mais c'est l'inverse d'une convention démocratique. Monsieur, si vous avez des idées et que vous voulez vous faire battre, faites-vous élire député et défendez ou militez dans des mouvements politiques. Mais c'est pas des conventions citoyennes de citoyens totalement incompétents. Ils n'ont pas du tout été choisis pour leurs compétences. Et on a fait défiler des experts choisis par qui? Y a-t-il eu des experts et des contre-experts? Oui, comme nous, il n'y a pas eu assez de contradictions, vous trouvez? Et nous n'avons pas besoin de conventions citoyennes. Attendez, je ne vous ai pas interrompu depuis. Bon, donc maintenant, vous n'avez pas à m'interrompre. Charles de Courson. Et donc, c'est aux parlementaires représentants du peuple. Moi, j'ai une légitimité populaire, monsieur. Ok? Moi, j'écoute beaucoup de gens. Et j'adore d'ailleurs la contradiction des gens qui pensent telle chose sur tel sujet et tel autre, etc. Voilà. Bon, moi, ça m'intéresse, d'avoir les arguments et les contre-arguments. Mais il n'y a pas besoin de convention citoyenne. Les experts dont vous parlez, qui les a choisis, les commissions parlementaires auditionnent. Il faut auditionner tous les experts que l'on veut. Voilà. Et donc, des représentants de l'industrie aux représentants de Greenpeace, par exemple. Mais bien sûr, des ONG, d'experts tout à fait indépendants ou pas indépendants qui défendent telle thèse et d'autres qui défendent le contre-thèse. Mais c'est ce qui est inacceptable, c'est que pour éteindre les gilets jaunes, que le président a fait cela, c'est dans un but purement politique, qui est en train d'ailleurs de lui retomber dessus. Pourquoi? Parce que c'est malheureux 150 citoyens qui ont consacré un certain nombre de week-ends et qui ont repris un certain nombre de thèses d'experts, ce qu'on appelle les experts. Vous savez, les experts aussi peuvent se tromper. Et il y a des experts qui pensent tout et son contraire. Donc, c'est aux représentants du peuple. Moi, je suis représentant du peuple, vous voyez. Et moi, je suis responsable devant le peuple. Pas les 150 citoyens. Ils peuvent proposer ce qu'ils veulent, y compris des choses qui ne tiennent pas debout. Il y a des autres choses qui sont pleines de bon sens, qui proposent. Il y a de tout. Voilà. C'est ça ce qui est inacceptable. Et en faisant cela, le président de la République a encore un peu plus affaibli la démocratie représentative. C'est ça qui est le plus critiquable. Le Parlement, et c'est ce que vous lui reprochez, en tout cas, surtout au président de la République. J'aimerais vous remercier, Charles de Courson, parce que vous deviez nous quitter, député Liberté et Territoire. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, député Liberté et Territoire de la 5e circonscription de la Marne. Henri Landès, restez avec nous sur Sud Radio. Bon, il y a eu en tout près de 150 propositions faites par cette convention citoyenne pour le climat. Il y en a encore un certain nombre qui vont continuer à arriver dans le Parlement, ce qui fait qu'on continuera à en parler, en tout cas à plusieurs reprises, dans les voix de l'environnement. Restez avec nous, Henri Landès. On se retrouve dans quelques instants. On va traverser l'Atlantique. Tiens, elle est dans un pays qui vous est cher aussi, un autre pays qui vous est cher. On va parler des États-Unis. Est-ce que Joe Biden, puisqu'il est de plus en plus probable, en tout cas, en attendant la fin des recours, qu'il soit le prochain président de la République, est-ce que Joe Biden va sauver la COP21 et les accords de Paris? Il avait promis d'y revenir. On en parle dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement, comme tous les jeudis soirs sur Sud Radio jusqu'à 19h30 et toujours en compagnie d'Henri Landès. Vous êtes toujours avec nous, Henri? Co-fondateur de la fondation Landestini. Je le disais, on parlait à l'instant de la Convention citoyenne pour le climat. L'objectif, en tout cas l'un de ces objectifs, était justement de faire en sorte de lutter contre le changement climatique. C'était à peu près le même objectif, mais pas avec les mêmes moyens, que la fameuse COP21, cette grande conférence mondiale à Paris qui avait débouché sur les accords de Paris. Ces accords de Paris signés par une bonne partie des pays du monde, y compris la France et les États-Unis, et dont Donald Trump est
été sortis. Est-ce que Joe Biden va les sauver? Et s'il est le prochain président, comme c'est de plus en plus probable en tout cas, est-ce qu'il va faire en sorte que les États-Unis y reviennent et les suivent à la lettre? Henri? Alors, je pense qu'il va faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris officiellement. Il va signer soit un décret, soit le même document que Barack Obama avait utilisé pour accepter l'accord de Paris suite à son adoption à l'échelle internationale. Ce qui ne veut pas dire qu'il sauve l'accord de Paris. Il y a plusieurs problèmes politiques à l'échelle mondiale qui doivent être réglés pour que l'accord de Paris puisse, dans la durée et de manière efficace, vraiment faire réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'une part très rapidement et de permettre de s'adapter au changement climatique par ailleurs. Voilà. Les États-Unis ont envoyé un très mauvais signe. Je suis optimiste sur la participation des États-Unis. Oui, parce que ça va donner un élan de nouveau à la coopération internationale. On va probablement sortir de cette période qui a été assez noire tout de même sur la coopération internationale depuis l'élection de Donald Trump. On a eu la succession de Brexit, Donald Trump, l'élection de Jair Bolsonaro, des prises de position par Vladimir Poutine un petit peu climato-sceptiques ou au moins un peu douteux. On a eu des actions du gouvernement du Canada et australien qui n'étaient pas extrêmement très populaires vis-à-vis des écologistes dans leur propre pays. Globalement, la plupart des grands pays, des puissances économiques, n'ont pas été extrêmement vertueux sur le plan climatique depuis 2015. Après, ça reste, Henri, si je me fais un peu l'avocat du diable, sans forcément faire celui de Donald Trump, ça reste aussi la démocratie. Ce qui signifie aussi que si certains gouvernements qui sont hostiles à la COP21 ou à la préoccupation environnementale sont élus, c'est aussi qu'on a du mal à les convaincre. Et donc du coup qu'il faut mieux travailler là-dessus, non ? Il faut convaincre qu'il y ait une transition écologique, c'est aussi une transition économique profitable. C'est-à-dire, Donald Trump avait très bien réussi à jouer sur le fait qu'il y avait une grande partie de la population américaine qui économiquement n'allait pas très bien et qui était très dépendant d'une économie très extractiviste pétrolière, exemple, minière, charbon. Voilà. Le charbon, qui n'avait pas beaucoup de... L'horizon économique pour les personnes qui travaillaient dans le charbon n'était pas terrible, même avant que Barack Obama arrive au pouvoir. Ce qui avait fait intéressant de Barack Obama, c'est qu'il avait quand même investi dans des projets de reconversion des emplois sur plusieurs sites qui étaient dans les énergies fossiles. Donald Trump avait arrêté beaucoup de ses investissements. Il avait joué sur « j'arrête moi la guerre contre le charbon ». Et Barack Obama, peuvent dire, et oui, c'était une guerre contre le charbon, c'était surtout une voie qu'il essayait de prendre pour une transition écologique vers les énergies renouvelables et d'améliorer aussi les perspectives économiques pour une grande partie de la population. Mais malheureusement, Donald Trump a juste dit il s'est dit que c'était plus facile de dire « je vais juste dire non, vous travaillez dans quelque chose qui est toujours très prometteur, on n'en a rien à fiche de ce que dit la communauté internationale, continuons à faire du charbon. Moi, j'adore le charbon et moi, j'adore le pétrole et pareil, etc., etc. Donc, en tout cas, vous êtes assez optimiste avec le retour de Joe Biden. Quelles mesures concrètes il peut prendre, au moins pour aider les ouvriers de ces industries dont vous dites qu'elles sont condamnées? Je parle du charbon, par exemple, pour les mineurs. Je parle de tous ceux qui travaillent dans le gaz de schiste ou alors dans le pétrole pur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Est-ce que c'est faisable? Ce sont des dizaines et des centaines de milliers d'emplois aux États-Unis, par exemple. Oui. Alors, c'est intéressant parce que c'est la même chose dans l'agriculture que dans l'énergie. Si on ne sécurise pas financièrement les personnes qui travaillent dans ces métiers, qui travaillent dans ces secteurs qu'on est en train d'accuser de ne pas être vraiment vertueux, si on ne sécurise pas financièrement, c'est impossible ensuite de parler de transition. Et c'est ça le problème, et c'est ce que a bien exploité Donald Trump, c'est qu'on n'a pas réussi à faire vraiment de la conversion à travers la fiscalité, à travers les investissements et à travers aussi les solutions de formation pour ces personnes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les solutions qu'il faut mettre en place et il n'y a pas de secret. Ça veut dire qu'il faut quand même faire une réforme fiscale assez importante. Il faut alléger les charges d'une façon pour en mettre ailleurs. Et ça veut dire revoir comment on organise la fiscalité parce que il ne faut pas se dire qu'on va réussir à faire une transition écologique sans réorienter des financements, sans réorienter de l'argent quelque part. Et c'est pas une contrainte, c'est juste il faut la prendre d'ailleurs et mettre la charge sur un autre sujet qui est la pollution. Et
donc, si on n'arrive pas, Biden va essayer de faire cette transition écologique et énergétique, mais il doit aussi revoir comment sont les charges sur ces personnes, quels sont leurs revenus, quelle est la fiscalité sur ces entreprises, en sorte de les aider pour que le coût de leur vie, Absolument. par exemple, ne soit pas trop dégradé. En un mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Henri Landès, est-ce que vous y croyez vraiment ? Est-ce que c'est faisable, concrètement, à court terme, faisable, par Biden Par Biden, dans les 4 ans qui viennent ? Ça prend plus que 4 ans, ça prend 10 ans. Ça prend 10 ans. Ça prend 10 ans, il faudrait Biden et un mandat successif qui est d'accord sur le même projet. Faites attention, il n'est pas sûr du tout que Donald Trump ne se représente pas en 2024. Ça, ce sera à suivre pour le prochain numéro. En tout cas, j'aimerais vous remercier, Henri Landès, d'être intervenu sur Sud Radio pour les voix de l'environnement. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la fondation Landestini. Je vais essayer de le dire en articulant, ça ira mieux ainsi. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. On reparle environnement sur Sud Radio dès jeudi prochain, toujours pareil, de 19h à 19h30. La suite des vraies voix qui font bouger la France, place aux entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart. Stéphane Soumier qui, dans un instant, reçoit son invité Patrick Séguin. C'est le PDG de Damartex. Passez une excellente soirée sur Sud Radio.